Bonjour et bienvenue dans ce cours L201 pour la logique du Taj-Maj, identifier les séries graphiques. On va voir quelle est la stratégie générale de l'épreuve, c'est-à-dire transformer ces cases et ces dessins en nombres pour essayer d'identifier des séries à partir des nombres, ce qui est beaucoup plus facile. Et également les exceptions à ça, c'est-à-dire toutes les séries qu'on va trouver exclusivement dans cette épreuve graphique, donc les déplacements et les trois séries qui peuvent être beaucoup plus piégeuses. On verra enfin quelle est la répartition des questions dans cette épreuve, c'est-à-dire le nombre de logiques par case et les logiques qui sont les plus couramment utilisées. Ce cours fait partie du programme Maths le Taj-Maj où au-delà de la logique, vous retrouvez du contenu pour les 6 sous-tests de l'épreuve, 6 tests blancs complets et corrigés en vidéo et des milliers d'exercices. Tout le contenu est disponible gratuitement sur le site du programme qui apparaît en bas de l'écran. Pour les séries visuelles qui vont être en général au nombre de 7 dans l'épreuve de logique, eh bien, c'est la même chose. On va se baser sur des logiques de progression et d'ensemble, sauf que cette fois-ci on n'a plus 2 séries mais une seule, on a une série de 3 cases et il faut inférer le contenu de la 4e case. Notre premier réflexe, ça va être de convertir nos cases en valeurs numériques. D'accord ? C'est-à-dire que tous les éléments, par exemple les lettres, on va les convertir en des valeurs numériques. Alors les lettres, on a vu, on peut les convertir en valeurs numériques avec le nombre de bâtons ou avec leur rang. Ici dans la première, on voit bien que ce n'est pas les bâtons parce que D et P ça ne marcherait pas, donc on va convertir le rang des lettres en valeurs numériques. D c'est 4, I c'est 9 et P c'est 16. Donc ça nous fait déjà une première logique. Peut-être qu'on aura une case qui nous dira A1 et c'est la seule qui suivra cette logique-là et donc on pourra conclure que c'est celle-ci. Mais peut-être qu'on en aura plusieurs parce que c'est souvent le cas dans cette épreuve-là. C'est qu'on va trouver une logique. Ici, le rang de la lettre égale le nombre, mais ce n'est pas suffisant parce qu'on va avoir plusieurs cases qui vont répondre à cette logique. Ici, A1 et Y25, mince, on a 2 cases qui répondent à cette logique-là. Ça ne veut pas dire que la logique qu'on a trouvée est fausse, ça veut juste dire qu'il y a une deuxième logique à suivre. Deuxième logique à suivre, par exemple, eh bien, autant on avait un ensemble, dans chaque case on avait une règle qui régissait la case, le rang c'est égal au nombre, on peut également avoir une progression. Une progression entre 4, 9 et 16, c'en est une qu'on doit savoir reconnaître rapidement, c'est que c'est une suite de nombres élevés au carré. Ici c'est 2 au carré, ici c'est 3 au carré, ici c'est 4 au carré. Autrement dit, qu'est-ce qu'on cherche ? On cherche une case dans laquelle le nombre soit 25 et dans lequel la lettre ait un rang de 25. C'est le cas de Y25, cette dernière case. Donc basé à la fois sur des logiques d'ensemble et de progression. Un deuxième exemple qui lui sera basé uniquement sur une logique de progression, on a CFL. On convertit immédiatement CFL, on ne peut pas convertir ça en termes de bâtons, donc on va convertir directement les rangs. Ça fait 3, 6 et 12, et qu'est-ce qu'on voit ? Ça double à chaque fois. Fois 2, fois 2, et donc on s'attend à avoir fois 2, et dans la dernière case, on aura 24, 12 fois 2, 24, et la lettre qui correspond au 24, c'est-à-dire X. Donc on sait que la dernière case contiendra un X. Ça, c'est des logiques qu'on aurait pu totalement appliquer dans l'épreuve de série double. On a aussi des logiques qui vont être exclusives, notamment celles sur des figures. D'accord ? Ici, on a un triangle, un carré et un pentagone. La question, c'est comment on va convertir ça en valeur numérique. Par exemple, on peut chercher le nombre de côtés. Un triangle a 3 côtés, un carré a 4 côtés, un pentagone a 5 côtés. 3, 4, 5, on cherche donc une figure à 6 côtés pour la dernière. Par exemple, 6 côtés, on pourrait avoir un hexagone régulier comme ceci. Alors ça paraît simple comme ça, mais la grande difficulté évidemment c'est de déterminer quel compte on va faire. Quand on a une question comme ça, qu'est-ce qu'on doit compter ? Est-ce qu'on doit compter le nombre de points, le nombre de contacts entre les figures, le nombre de côtés, le nombre de diagonales, le nombre de zones délimitées, le nombre de points blancs et le nombre de points noirs, le nombre d'angles obtus, etc., 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 ou peut-être même une combinaison de ces éléments-là. Le nombre de points fois la différence du nombre de côtés, des choses comme ça. Donc on va souvent avoir plusieurs logiques, on va voir combien dans le détail juste après, mais c'est un élément à ne pas négliger. Et qu'est-ce qu'on va compter en premier ? Les côtés, les points, les intersections. Pour ça, il faut savoir quelles vont être les logiques les plus fréquemment utilisées, et c'est aussi quelque chose qu'on va voir dans la suite de ce cours. Le concept exclusif, par contre, à notre épreuve de logique visuelle, ça va être les déplacements. D'accord ? Beaucoup de logiques vont reposer sur des déplacements. Les déplacements, ça existe en 3 types, circulaire, linéaire
et rotatif. Déplacement circulaire, c'est le plus courant. C'est quoi? C'est quand dans une série, on va avoir une figure qui, par exemple, va commencer ici en haut à gauche, ensuite elle va être en bas, en haut à droite, en bas à droite et en bas à gauche. D'accord? Elle suit ce cycle-là. Une série qui est basée sur un déplacement circulaire, on va la qualifier avec son sens et son angle. Son sens, c'est quoi? C'est que si ça tourne dans ce sens-là, d'accord? Autrement dit, le sens des aiguilles d'une montre, on appelle ça un déplacement horaire. Et à l'inverse, si ça tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, on appelle ça un déplacement anti-horaire. Et on va également le qualifier par son angle, c'est-à-dire par la distance que va parcourir notre figure, calculée à partir d'un angle qui part du centre de la figure. Un demi-côté, c'est 45 degrés, un côté, c'est 90, un côté et demi, c'est donc 135, et deux côtés, c'est 180. Quelques petits exemples. Si j'ai une figure qui part d'ici, qui fait ensuite ça, 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 etc., etc., j'ai un déplacement qui est circulaire, qui va dans quel sens? Celui-ci, le sens des aiguilles d'une montre, donc le sens horaire, et à chaque fois elle fait un demi-côté, c'est-à-dire qu'elle se déplace de 45 degrés en termes d'angle. Si j'ai maintenant celle-ci qui va ici, puis qui va ici, puis qui va ici, on se déplace dans le sens anti-horaire, et de combien? D'un côté, donc de 90 degrés. Le plus difficile à identifier en général, c'est 135 degrés. 135 degrés, ça donne ça. On part d'ici, on va ici, on revient ici. On peut s'imaginer que c'est une sorte de zigzag comme ça, mais non, pas du tout. On est dans un déplacement anti-horaire, vu qu'on va dans ce sens-là, et anti-horaire de combien? De 135 degrés. Donc on va refaire 135 degrés en anti-horaire pour la dernière, et on arrivera ici. Vous devez vraiment vous habituer, parce que celle-ci est la plus compliquée. Et enfin, 180 degrés, ça c'est plutôt facile. En alternance, elle est à gauche, à droite, à gauche, à droite, à gauche, à droite, par exemple. Mais ici, on a eu un déplacement circulaire de 180 degrés. Horaire ou anti-horaire, ça ne change rien. Quand on a 180 degrés, ça donne la même chose. Déplacement linéaire maintenant. Linéaire, autrement dit droit, c'est le plus facile. Par exemple, si on a ça, on a le X qui se déplace d'un tiers de case à droite à chaque fois. Donc pareil, on va avoir un sens, droite, gauche, haut, bas, voire diagonale de haut gauche vers bas droite, de haut droite vers bas gauche, etc., etc. Et une valeur en termes de case, un tiers de case, une demi-case. La petite subtilité ici, qui est la même d'ailleurs que dans l'épreuve de série double, c'est que quand une case atteint la fin de son déplacement, elle ne rebondit pas. D'accord? C'est-à-dire que ici, on se déplaçait d'un tiers de case à la droite à chaque fois. Dans la case suivante, elle ne sera pas comme ça au milieu, parce qu'elle aura rebondi, elle sera tout à gauche, parce qu'elle sera repartie. C'est un cycle. Elle ne rebondit pas. Enfin, déplacement rotatif. Et bien là, c'est la figure, le dessin qui tourne sur lui-même, qui va pareil être qualifié avec un sens et un angle. Ici, par exemple, on tourne dans le sens horaire de 90 degrés. On peut imaginer évidemment toutes les rotations avec les différents angles et les différents sens. Je ne sais pas, par exemple, ici, on est en anti-horaire de 45 degrés. Déplacement rotatif, il y en a certains d'entre vous qui ont beaucoup de mal à le voir, donc c'est vraiment à vous entraîner si vous ne voyez pas spontanément dans quel sens ça tourne et de quel angle ça tourne. Toute la subtilité évidemment, c'est qu'on va pouvoir cumuler ces différents déplacements et on va se retrouver dans une situation où par exemple on va avoir une lettre, disons un T qui est ici, ici et ici, et vous voyez ici que à la fois elle fait un déplacement circulaire de 90 degrés horaires, mais à la fois un déplacement rotatif, qui lui aussi est de 90 degrés horaires. Et sachant qu'on peut cumuler, ça peut devenir un petit peu compliqué rapidement. Par exemple, ici, si je vous mets
un F comme ça, et là, un M à l'envers. Ici, on cumule avec une troisième logique qui est le nombre de bâtons de chacune des lettres. Et on peut aller à 4-5 logiques comme ça. On verra la répartition exacte dans quelques instants. Trois principaux pièges, en tout cas trois principaux types de logique qu'on ne voit nulle part ailleurs que dans les séries visuelles, ce sont ceux-là. Ici, 791, 197 et 1842, il n'y a pas de lien entre les différents nombres parce qu'on est dans le cadre d'une analogie. Une analogie, c'est quoi? C'est A est à B ce que C est à D. C'est quelque chose qu'on utilise beaucoup dans les preuves de raisonnement. Hein. Main est à bras ce que pied est à, et vous répondez jambes. Bah là, c'est la même chose. A est à B ce que C est à D. Pour faire ça, qu'est-ce qu'on a fait? Et on a inversé l'ordre des chiffres dans le nombre. Donc, pour passer de C à D, on devra faire la même chose, inverser l'ordre des chiffres dans le nombre pour donner donc 2, 4, 8, 1. C'est assez difficile à voir parce qu'en général on n'est pas trop habitué et quand on voit rien il faut se pencher sur ce genre de type de logique. La deuxième est peut-être un petit peu plus facile à voir mais évidemment c'est une simplification. Il n'y a pas d'ensemble ni de progression, en fait c'est une alternance. D'accord? Ici c'est alternativement blanc, noir, noir. Donc on cherchera du noir dans la quatrième case. Et enfin, des logiques qui vont vraiment nous perdre, qui sont vraiment déroutantes, parce qu'elles vont faire appel à de nouveaux types de raisonnement spécifiques à cette épreuve, alors qu'on pourrait penser que c'est des logiques très classiques. Je prends cet exemple-là. On a trois figures et on a des lettres. Qu'est-ce qu'on va faire instinctivement? On va compter le nombre de côtés, donc 3, 5 et 4. On va compter le rang des lettres, donc T est égal à 20, P est égal à 16 et R est égal à 18. Et on ne va pas trouver de logique. Hein. À la limite, on va faire les évolutions, on va se dire plus 2, ici c'est moins 4, ici moins 1 pour plus 2, et on va essayer de trouver des logiques très très compliquées qui n'ont en réalité aucun sens, parce que si vous avez une logique qui implique de faire des opérations qui ne sont pas justifiées, par exemple, là, cet écart-là était plus 2, et puis là on le divise par 2 parce que ça change, et là on le divise par moins 2, mais c'est normal parce qu'on ne prend pas le signe en compte, c'est que vous êtes sur une fausse piste. Hein. La logique, dès que vous en trouvez une, doit être absolument incontestable. Donc ici vous ne trouvez rien par rapport au rang, par rapport au nombre de côtés, et c'est normal parce que tout simplement, c'est l'initiale de la figure. On a un T dans quoi? Dans un triangle. On a un P dans quoi? Dans un pentagone. On a un R dans quoi? Dans un rectangle. Et ça va souvent être la petite logique supplémentaire, la petite dernière logique sur les 6, qui d'ailleurs n'est pas forcément en dernière position, mais celle qui va distinguer les bons candidats des très bons candidats. Par exemple, on va avoir des lettres comme ça. U, D, T, Q, vous allez chercher les rangs dans tous les sens, alors qu'on ne parle pas des rangs, mais on parle encore une fois d'initiales. 1, 2, 3, 4. Et c'est donc un C qu'on cherche pour compléter la série, parce que C c'est l'initiale de 5. Évidemment, difficile d'aller voir toutes ces exceptions, dans le sens où ce sont des exceptions. Mais gardez bien à l'esprit que ce n'est pas toujours les logiques conventionnelles. Si vous ne trouvez rien, vous abandonnez et vous y reviendrez un peu plus tard, si vous en avez le temps. Quand je parle de nombre de logiques, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que par exemple, si on a une série comme ça, un triangle, un carré, un pentagone, vous la connaissez, c'est sans doute la plus classique des séries. On a 3 côtés, 4 côtés, 5 côtés, on cherche une figure à 6 côtés. C'est l'hexagone qui est ici, et on peut éliminer les 4 autres. D'accord? Une seule logique nous aura permis de trouver. Mais dans d'autres questions, plusieurs logiques vont être nécessaires pour trouver. Par exemple, ici, qu'est-ce qu'on peut dire sur cette question-là? I1, 2T et N3. Alors évidemment, le I, il n'est pas comme ça. Je vous ai mis les barres pour que vous compreniez bien, mais le I, c'est une barre toute droite au Taj-Mahal. La première chose qu'on voit ici, c'est que on a une alternance entre lettre gauche, chiffre droite, et lettre à droite et chiffre à gauche. Donc on va dire alternance gauche-droite. On va appeler ça logique A. Donc ici, nous, on cherche en premier lieu le chiffre, hein, à gauche, vu qu'il alterne, droite, gauche, et ensuite la lettre à droite qui elle aussi alterne gauche-droite, gauche-droite. Donc chiffre à gauche et lettre à droite. Ici, la règle A est respectée, ici, elle est violée, ici, elle est respectée, et elle est violée.
Mais vous voyez que ce n'est pas suffisant. La règle A n'est pas suffisante parce que elle nous fait hésiter entre trois propositions. Est-ce qu'on peut voir une autre règle? Oui, on peut voir une autre règle. Le nombre de bâtons de la lettre est croissant. Un bâton ici, deux bâtons ici, trois bâtons ici. Donc bâton plus 1. Donc on cherche une lettre qui va avoir 4 bâtons. W, ça a bien 4 bâtons, ça respecte notre règle B. E, ça a bien 4 bâtons, ça respecte notre règle B. M, 4 bâtons, ça respecte notre règle B. L, 3 bâtons, donc ça ne respecte pas B. Et J, c'est pas concerné par les bâtons, donc ça ne respecte pas B. Pareil, on en a 3 qui respectent et 2 qui violent. La règle B seule n'est pas suffisante. Et la règle B plus la règle A n'est pas suffisante non plus parce qu'on hésite entre 2 ici. Et la troisième règle, on pourrait dire le chiffre, lui aussi, prend plus 1. D'accord? 1, 2, 3, on cherche un 4. Alors, ici ça respecte, ici ça respecte, ici ça ne respecte pas, ici ça ne respecte pas, et ici ça ne respecte pas. Donc vous voyez bien qu'on a eu besoin de 3 règles pour trouver que seule notre première proposition respectait les 3 règles. Alors c'est pas forcément celle-ci, parce qu'on aurait pu en trouver d'autres. Par exemple, le nombre de chiffres est égal au nombre de bâtons. Hein. On peut trouver différentes règles pour une même série, tout simplement parce que ce qu'on voit, c'est plus une conséquence des règles que les règles elles-mêmes. Il faudrait beaucoup plus d'éléments pour définir la règle avec certitude. Quand on étudie les sujets récents, qu'est-ce qu'on remarque sur la fréquence des séries? Sur ce qu'on vient de voir tout de suite, c'est-à-dire le nombre de règles qu'il faut trouver pour pouvoir résoudre la série, on remarque que à peu près un quart, donc 25% des séries n'ont besoin que d'une seule règle pour être trouvées. En général, c'est un déplacement ou une rotation un petit peu compliqué, ou alors à l'inverse des séries extrêmement simples, notamment celles avec le triangle, le carré, le pentagone, hein, celles que vous allez revoir des dizaines et des dizaines de fois dans tous les ouvrages. De logique, ça va être le cas le plus courant. On a la moitié des questions qui sont basées sur 2 règles, 2 logiques à trouver pour pouvoir déterminer quelle est la bonne réponse. 3 logiques, c'est un peu plus rare, 15%. Donc ce sera une série, maximum 2 dans votre sujet de 7 séries visuelles. Et 4 logiques et plus, du coup c'est le plus rare, c'est environ 10%. Ce sera vraiment des questions un peu plus coriaces pour l'épreuve, pour finir l'épreuve une fois que vous aurez traité les autres. Pour progresser dans cette épreuve de série visuelle, il est indispensable de connaître la fréquence des logiques. Quelles logiques reviennent le plus souvent? Ça, c'est les 8 logiques qui reviennent le plus souvent. En premier lieu, ce sont les déplacements, d'accord? Il y a une règle qui porte sur un déplacement dans près de 2 tiers des questions, dans 65% des séries visuelles exactement. C'est super important. Alors c'est très très rare qu'une série soit uniquement basée sur un déplacement, hein, que là ce soit le déplacement et on revient au début. Mais le plus souvent, c'est le déplacement qui nous débloque. Je pense notamment, vous savez, à toutes ces questions où on va avoir plusieurs nombres dans la case, ou plusieurs lettres, 16, 4, 8, 12, etc., etc. On trouve souvent des logiques entre les nombres. On va dire, tiens, par exemple, je sais pas, sur cette question-là, au hasard, 4 et 8, là, c'est le 8, c'est le double de 4, des choses comme ça. Mais on n'arrive pas à conclure. On a plusieurs réponses qui conviennent. Et bien souvent, on a oublié une règle qui se basait sur un déplacement. Par exemple, que le plus grand des 4 nombres, il faisait un déplacement linéaire ou horaire ou ce genre de choses. Deuxième concept qui est le plus utilisé, c'est tout ce qui va se baser sur la somme et les produits. 35% des logiques qui vont y recourir. Somme et produit, c'est quoi? Pour prendre un exemple exclusivement constitué de ça, ici on a des croix et des ronds, ici 3 croix et 2 ronds, on a le chiffre 6, parce que 3 fois 2, 6, d'accord? On fait le produit des croix et des ronds pour obtenir le nombre, ici 2 croix, 2 ronds, 2 fois 2, 4, ici 5 croix et 1 rond, 5 fois 1, 5. Pareil, c'est rarement la logique principale de la case, mais ça va être ce qui va vous débloquer. Par exemple, vous allez compter le nombre de côtés, vous allez donc compter le rang des lettres, vous n'allez rien voir se dégager, et c'est parce qu'en fait, il faut faire la somme des deux pour arriver à une règle. Et la somme des deux donne par exemple toujours 10 ou toujours 15. Ensuite, les rotations, un petit peu moins fréquent que les déplacements, mais 30% des questions quand même. 30% des questions, et parfois des questions qui sont basées uniquement sur le déplacement. Un déplacement donc rotatif, hein, la figure qui tourne sur elle-même,
parce qu'il y a beaucoup d'entre vous qui n'arrivent pas à voir des figures un peu complexes quand elles tournent sur elles-mêmes, qui déjà n'arrivent pas à déterminer forcément l'angle et n'arrivent pas à savoir quelle est la bonne rotation, notamment quand on leur met des figures symétriques devant les yeux. Ensuite, le nombre de côtés, qui est en effet un vrai classique de l'épreuve. On surestime souvent un petit peu sa prépondérance, mais c'est quand même une question sur 5, donc attendez-vous à, dans votre sujet, avoir au moins une question, voire 2, voire peut-être même 3, avec un petit peu de chance, qui tombe sur le nombre de côtés. Le rang des lettres, on est dans le même ordre d'idée, à peu près 20% des questions qui vont utiliser à un moment ou à un autre une règle qui porte sur le rang des lettres. Les couleurs, parce que c'est la seule épreuve où on peut mettre un petit peu de couleurs, on l'utilise quand même de temps en temps, à peu près 15% des questions. Hein. Autrement dit, vous trouverez une question, peut-être 2 dans votre sujet, qui va porter sur les couleurs. Les bâtons, on est à 10%, donc on est sur une logique qui commence à devenir assez faible. Et enfin les suites, là on n'est plus qu'à 5% des questions qui vont parler d'une suite. Alors une suite, c'est pas une progression, hein. C'est pas 2, 4, 6, on augmente de 2. Non, quand je vous dis une suite, c'est une suite logique. 17, 19, 23, on a la suite des nombres premiers. D'accord ? Si je vous avais parlé de progression, on aurait plutôt été dans ce cadre que j'ai appelé somme et produit. Évidemment, le total est bien supérieur à 100%. Pourquoi ? Vous l'aurez compris, parce qu'il y a plusieurs règles par question. Voilà pour les règles qu'il fallait connaître dans cette épreuve de logique visuelle pour commencer à s'entraîner un peu plus sérieusement. Si vous voulez poursuivre le cours de logique, vous avez le lien pour le cours L301 qui apparaît à l'écran, le cours L301, donc le dernier cours de logique, où à la suite d'une analyse statistique poussée des différents sujets d'examen de ces dernières années, on va aller voir comment battre cette épreuve de logique double et créer un algorithme pour traiter les questions le plus rapidement et le plus efficacement possible. Si vous voulez vous entraîner sur les séries visuelles, il y en a un certain nombre dans tous les tests blancs du programme Mathlotage-Mage. De la même manière, vous avez les liens que vous pouvez retrouver sur la chaîne YouTube, que vous pouvez retrouver sur le site internet. Enfin, si vous voulez suivre l'actualité du programme, vous pouvez vous connecter sur les réseaux sociaux. Vous avez toujours à l'écran le lien pour Facebook et pour Twitter. Je vous dis merci d'avoir regardé ce cours et à très vite pour un nouveau cours.